talk de sécurité, un talk de hacking. Je vais y arriver. Donc, qui a comme sujet comment hacker la webcam de votre voisin ou votre voisine. Un sujet qui j'espère vous passionnera. C'est centré autour de l'attaque de l'homme du milieu, que certains connaissent peut-être plus sous le nom anglais de Man in the Middle Attack. Donc, juste pour me faire une idée, combien d'entre vous ont déjà entendu parler de cette attaque? Ah, quand même. Combien d'entre vous l'ont déjà pratiqué? C'est pas bien. Donc le but ce soir, ça va être donc pour tous les autres de démystifier le hacking, démystifier par la pratique. Je vais vous montrer comment on fait en pratique et surtout de vous sensibiliser aux risques que vous courez lorsque vous êtes chez vous, sur votre box ou si vous êtes dans un restaurant ou sur votre lieu de travail. Donc quand on fait ce genre de talk, on fait toujours un petit disclaimer, c'est d'usage. Ne faites pas ça n'importe où, c'est illégal. Et on va commencer. Alors pour présenter ça, j'ai choisi de mettre ce défi, prendre le contrôle de la tablette qui est ici. C'est une tablette Windows 10 et sans la toucher ou du moins sans faire un truc bizarre dessus. Donc c'est une tablette Windows 10, 8 pardon, avec Microsoft Defender activé dessus. Donc au menu, découverte de réseau, l'attaque de l'homme du milieu à proprement parler, qui va nous permettre d'écouter le trafic de la tablette, de voler une partie de ses données, de l'infecter et d'en prendre le contrôle jusqu'à contrôler sa webcam. Alors juste quelques mots avant de commencer sur l'installation ici. J'ai exactement la même configuration que vous pouvez avoir chez vous. C'est un réseau local où j'ai un routeur, deux ordinateurs qui sont dessus, en l'occurrence la cible et l'attaquant. Et donc ce réseau communique avec l'extérieur par le biais du routeur. Donc comment ça se passe normalement? Lorsque la cible fait une requête, elle cherche à accéder à un site internet, ça passe par le routeur qui retransmet la requête au monde extérieur, la réponse revient, le routeur la transmet à la cible. Comment ça se passe dans le cas de l'attaque de l'homme du milieu? Il y a une faille qui s'appelle une usurpation d'ARP qui permet à l'attaquant de faire passer du point de vue du routeur pour la cible et de se faire passer pour le routeur du point de vue de la cible. Ce qui fait que pour les deux, tout va être transparent, ça va être comme avant, sauf que tout le trafic va passer par l'attaquant. Et ça, c'est la base de ce qu'on va faire ce soir. C'est tout pour la théorie, on y va. Alors, première étape, savoir où on est, donc savoir qui je suis. Donc moi ici, je vais grossir un peu peut-être. C'est mieux comme ça? Ouais. Donc moi ici, je suis ce garçon-là, donc je suis connecté en Wi-Fi, très bien. Ça c'est mon IP local, donc on va la retenir comme 0.100. Et je suis donc sur le réseau 192.168 qui reste réseau local. Maintenant, je vais scanner mon entourage. Je vais enregistrer. Hop, donc là, je m'intéresse à qui est sur le réseau. Donc, je vais utiliser Nmap, qui est un logiciel de scan, qui va en fait pinguer toutes les adresses possibles sur le réseau. Et celles qui répondent, ce seront celles qui sont effectivement sur le réseau. Ça met un petit peu de temps, mais ça va arriver. Très bien. Donc ici, j'ai 3 personnes sur le réseau, ça tombe bien. J'ai mon routeur, 0.1. J'ai moi, 0.100 on vient de voir, et 0.101 qui est la tablette ici. Donc il y a des moyens de s'assurer que c'est bien la tablette, mais comme on a peu de temps, je vais avancer à la suite. On va passer à l'attaque de l'homme du milieu. Pour ça, deuxième logiciel, il s'appelle Ethercap. C'est très simple à utiliser. Je vais utiliser l'interface graphique qui est ici. Ah, par contre là je suis pas sûr de pouvoir zoomer. Vous voyez, ça va? Ouais. Ok, donc ici, donc je l'ai préconfiguré. Ici l'idée, c'est que j'ai à gauche ma liste de targets 1, à droite ma liste de targets 2, et moi je vais me placer en tant qu'attaquant entre les deux. Donc à gauche j'ai mis le routeur, et à droite j'ai mis la cible, et je vais lancer l'attaque Man in the Middle, et c'est tout ce que j'ai à faire sur ce logiciel. Tout est fait pour moi. C'est quand même génial. Et maintenant, une fois qu'on est là, l'attaque en soi est faite, on va pouvoir commencer à en profiter. Donc de façon assez passive, je vais juste écouter le trafic. Pour ça, je vais utiliser Wireshark, qui est un logiciel de lecture de paquets réseau. Donc habituellement, j'ai accès qu'à mon trafic, mais là, puisqu'on a attaqué la cible, j'ai aussi accès au trafic de la cible. Donc là, je vais juste filtrer en HTTP, puisque c'est ce qui nous intéresse. Et donc ici, de ce côté, je vais faire une requête sur un forum. Voilà. Ici, donc on voit, j'arrive en temps réel à voir ce que fait la victime. Donc j'arrive à voir en temps réel ce qu'elle fait, son historique. Ce qui est assez fort aussi, c'est que si on a accès aussi donc, à ce qu'elle fait, on a accès au contenu des requêtes.
Notamment, si j'essaie de me connecter sur ce forum, qui est le forum phpbb.fr, avec mon utilisateur test et le mot de passe test. Ici, je vois une requête post, et si je regarde ce qu'il y a dedans, j'ai accès ici en clair au nom utilisateur et au mot de passe test. Alors ça, ce genre d'attaque ne marche que lorsque le trafic n'est pas sécurisé. Si c'est du HTTPS, le réseau est crypté, donc il passe toujours par moi, mais j'arrive pas à le décrypter. On en tire deux leçons. Lorsque vous êtes dans un café, surtout, où sur attaque peut arriver, assurez-vous quand vous faites des commandes d'être toujours en HTTPS. Et deuxième leçon, lorsque vous utilisez des mots de passe, utilisez des mots de passe différents. Parce que si ce mot de passe sur le forum PHP tombe et que vous allez même sur une banque, votre banque tombe aussi. Voilà pour ce qui est de Wireshark. On peut faire beaucoup de choses avec, mais je ne vais pas vous en parler plus longtemps. On va passer à la dernière partie qui est l'infection, la plus rigolote. Donc ici, j'ai un Windows 8 avec Microsoft Defender activé, qui n'est pas si pourri que ça, cela dit en passant. Et on va essayer de l'infecter. Alors pour l'infecter, il nous faut deux choses. Il nous faut un virus, ça j'en ai un paquet. Il nous faut aussi un vecteur. Un vecteur, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va vous permettre de lancer le virus sur l'ordinateur de la victime. Ça peut être une clé USB qu'on laisse tomber par terre. Ça peut être un PDF frauduleux, malicieux pardon, dans un mail. Et ça peut être aussi, mon préféré, les mises à jour. Les mises à jour, du point de vue du hacker, c'est génial parce que c'est quelque chose qui est automatique et quelque chose qui est périodique. Donc on a juste à attendre et si on se débrouille bien, l'ordinateur va exécuter tout seul le virus sur l'ordinateur. Alors moi, je vais juste switcher sur l'autre ordinateur. J'ai choisi, hop, il est où le switch? J'utilise un logiciel que sûrement certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Notepad++, qui est un logiciel pour développer des logiciels dans des langages variés, qui est assez simple, assez rudimentaire, mais on l'a tous connu. Alors, comment ça se passe une mise à jour? C'est le logiciel qui fait une requête sur un serveur, qui pense être légitime. Le serveur lui répond oui, il y a une mise à jour, ou non. Et voilà où la trouver. Comme tout le trafic passe par mon ordinateur, je peux aussi mentir, je peux aussi contrôler de façon beaucoup plus active la cible. Et je peux lui dire non, le serveur il n'est pas là où tu penses, il est juste ici, et le virus il est juste là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ici, donc, je vais lui dire mettre à jour le plus, il me dit oui. Il me dit ah, une mise à jour est disponible, tout à fait. Et il me télécharge une mise à jour, qui est en fait un cheval de Troie. Je vais switcher sur l'autre, bougez pas. Hop. Donc j'ai utilisé un quatrième logiciel qui s'appelle Metasploit, qui est un framework de hacking assez génial. C'est une boîte à outils qui fait beaucoup de choses, et notamment ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet de lancer de créer des bases de trojans et de lancer des listeners qui vont attendre que le trojan se connecte à ce listener. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc ça se configure ici en 5 lignes de commande. Ah pardon, excusez-moi. 2. Allez. Host. Le port. Et c'est tout. Et ensuite, j'ai plus qu'à taper exploit. Et il attend. Ok. Ici, je vais appuyer sur le bouton oui, que vous avez vu tout à l'heure. Voulez-vous installer la mise à jour? Je fais oui. Et c'est bon. Le trojan est lancé. Donc là, j'ai accès à la machine Windows 8 sans que le pare-feu ou l'antivirus dise quoi que ce soit. On peut faire beaucoup de choses avec ça. On peut, par exemple, prendre un screenshot. On peut accéder, télécharger l'intégralité du disque dur. On peut exécuter le script sur la machine. On peut faire des trucs assez rigolos. On peut, par exemple, lancer un keylogger qui va enregistrer le clavier. Donc je tape ici quelque chose. Voilà. On y a accès. On peut faire aussi des choses sur le micro. Voilà. Un peu. Ah, j'ai pas fait ça en son. Bougez pas. Arrive pas. Donc le micro ne marche pas. Ah, ça marche. Très bien. Et ce pourquoi vous êtes venu, donc je vais vous demander de faire un petit sourire.
Donc j'ai 3 webcams ici, je vais utiliser la troisième. Ah, j'ai pas webcam. Snap. Bon, un petit sourire. Ah, on recommence. On recommence. Voilà. Donc c'est le webcam qui est branché sur cet ordinateur là. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire avec, quelques 4 logiciels qui sont open source et tout public. Voilà, c'est des questions. Oui. Alors, première chose à faire, c'est de protéger ton réseau local, parce qu'une attaque n'est possible que si tu es sur le réseau de ta victime. Donc si tu es chez toi, c'est d'avoir une bonne protection sur ton Wi-Fi, WPA2 par exemple. Si tu es à ton boulot, c'est de ne pas laisser n'importe qui entrer sur ton boulot. Et si tu es sur un cybercafé, c'est de ne pas utiliser le réseau public. Après, tout ce qui est HTTPS n'est pas... tu peux lire le trafic facilement, en tout cas. Après, tu es toujours sensible à une infection par un virus. Tu peux pas lire directement le trafic HTTPS. D'autres questions? Oui. Enfin, donc deux personnes, à partir du moment où l'attaquant est sur le réseau de la cible, il peut installer un virus sur la cible. Oui. Enfin, il faut trouver des chemins détournés. Les chemins, à chaque fois, c'est toujours le jeu du chat et de la souris où tu vas avoir une faille, ici c'est le Notepad++ par exemple, qui va être fixée. Et ensuite, il va falloir trouver une nouvelle faille. Mais en pratique, dès que tu es assez proche de la victime, tu as assez de contrôle sur elle pour trouver une faille. Alors rapidement, alors, moi j'ai un petit script Python qui me génère des virus. Donc la base, est générée par le framework Metasploit. Je vais vous montrer ça. Donc ça c'est mon script pour générer... non, ça c'est mon virus, pardon. Tac. Ça c'est mon script pour générer un virus. Donc c'est un script qui tourne en à peu près 20 secondes, qui va me permettre de générer un virus. Et en soi, tout ce qu'il fait, c'est prendre la sortie de ce que lui donne Metasploit, l'encrypter de façon à échapper aux antivirus, et l'insérer dans un script C qui va ensuite être compilé. Donc c'est quasiment instantané, une fois qu'on a pris le temps d'écrire le script. Si. Là où je vous mens un petit peu, c'est que c'est une version qui a un an, que j'utilise là. Elle a été patchée depuis. Comme elle a été patchée, il est patché en HTTPS, ce qui fait qu'on n'a plus le contrôle dessus. Mais il y a encore beaucoup de logiciels gratuits qui sont en HTTP. Je pense notamment à WinRAR ou ce genre de choses, qui sont gratuits et très peu mis à jour, et que tout le monde utilise. Et c'est souvent vers ce genre de logiciel qu'on se tourne. Il y a 5 ans, il y avait tous les logiciels Apple qui étaient sensibles, maintenant ça tout était patché. Mais il y a encore plein de portes. Bah, je te remets la première slide du coup. Non, en pratique, j'ai beaucoup joué avec quand j'étais en école. Euh, disons que depuis, je m'en sers beaucoup moins. Parce que j'ai un voisin, et pas une voisine. Et non, en pratique, c'est seulement pour l'intérêt théorique et l'amusement, quoi. C'est comme un problème de maths compliqué ou un code une feature un peu compliquée à développer, quoi. Alors, si tu fais ça sur les gens consentants, tu risques rien. Et après, la loi est assez floue dessus, mais en France, c'est toute tentative d'intrusion est punie par la loi. Et les sanctions vont jusqu'à tel niveau, et c'est des amendes de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros, et emprisonnement jusqu'à 5 ans. Ouais. 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 D'ailleurs, cette photo-là, c'est assez dur à voir. D'ailleurs, c'est une photo de Mark Zuckerberg, qui a fait le tour du monde, parce que si on regarde bien sa webcam juste ici, on voit qu'il a un scotch dessus. Voilà. Sur le micro aussi? Ah, ça je savais pas. Il est malin.
aucune idée. Aucune idée. Tu tapes dessus. Je sais pas. Alors ouais, en gros il y a trois, on va dire, il y a deux grosses méthodes. Il y a la signature, s'il reconnaît quelque chose qu'il a déjà vu. Donc là par exemple, si j'utilise le virus de base de Metasploit, il a déjà vu 100 000 fois, il sait que c'est un virus. Si par contre maintenant je m'amuse à l'encrypter avec des cryptages même assez basiques comme du XOR, ce genre de choses, le décrypter à la volée, là il va plus être détecté au niveau de la signature. Et ensuite il y a une deuxième façon de faire qui est de le mettre dans une machine virtuelle et de regarder ce qu'il fait. Dans un pot de miel, on regarde ce qu'il fait et s'il fait rien pendant 15 secondes qui est bizarre, suspicieux, on le laisse passer. Voilà. Donc c'est finalement assez facile à bypasser parce qu'un antivirus ça a que 15 secondes devant lui. Il ne peut pas se permettre de passer 30 minutes à analyser un virus. Alors que toi ton virus tu peux passer 2 mois à le faire sans problème. T'as une question? Non. C'est un passe-temps. Je m'en suis servi une fois, ça m'a servi une fois, c'est quand j'avais oublié un mot de passe, décrypté quelque part, et que je me suis auto-hacké pour avoir mon mot de passe en clair dans la requête. C'est la seule fois où je m'en suis servi. Ah ouais, 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 d'accord. Donc il y a une faille en plus qu'on peut utiliser, quoi. C'est quand même génial. Ok.